Mais si je vous le raconte comme un conte de fées, il était une fois des petits patrons d'un port danois qui s'étaient réveillés un matin avec une idée folle, faire rimer industrie et écologie. Ils décidèrent de marier leurs usines entre elles pour que les déchets de l'une soient réutilisés par l'autre comme source d'énergie. Une romance verte sur fond de tuyaux et de chaudières. Aujourd'hui, le modèle de Kalundborg, c'est le nom de la ville, est admiré dans le monde entier. Lise Thomas Richard. C'est l'histoire d'un petit port danois de la Baltique qui faisait de l'écologie sans vraiment le savoir. Tout a commencé dans les années 60, avec la construction de la plus grosse raffinerie de pétrole du pays et d'une centrale électrique. Pour transformer le pétrole brut en essence, la raffinerie a besoin de beaucoup d'eau douce. Problème, les ressources du fjord sont limitées, les nappes phréatiques pas infinies. Seule solution, si la raffinerie veut augmenter sa production, pomper l'eau de ce lac, à 12 km. La municipalité accepte, à une condition, réutiliser l'eau pour refroidir la centrale qui elle aussi veut s'agrandir et elle aussi a besoin d'eau. En échange, la centrale, qui génère beaucoup de vapeur, va en vendre à la raffinerie pour une somme modique. Elle servira à chauffer le pétrole pour le fluidifier. Grâce à ce système, la raffinerie de pétrole réduit de 15% ses dépenses énergétiques et la centrale électrique de 80% sa consommation d'eau. Et Valdemar Christensen est fier, très fier. Car à l'époque, c'est lui qui dirigeait la centrale. Et c'est donc lui qui a été à l'origine du projet. Regardez, on avait fait la couverture. Quand je regarde ça, mon cœur s'emballe encore. À l'époque, le projet avait fait couler beaucoup d'encre. C'était comme une nouvelle révolution industrielle. Normalement, ça ne se faisait pas de communiquer entre entreprises sur la gestion des déchets industriels. On les cachait. Mais on s'est assis à une table et on s'est dit « Regardons ce qui est perdu et ce qui peut être de nouveau utilisé ». Ce n'était pas si innovant que ça, c'était juste du bon sens. Les déchets de l'un font la matière première de l'autre. Un nouveau concept était né, la symbiose industrielle. Toutes les personnes qui travaillaient dans ces entreprises se sentaient mieux. On n'était plus considérés comme des pollueurs. On était actifs, dynamiques. Ça a créé une bonne atmosphère. Mais ce n'était pas seulement par amour pour la nature. Il y avait aussi et surtout un intérêt économique. Car en réduisant leur facture d'énergie, les entreprises étaient évidemment plus rentables. Du coup, d'autres industries se sont greffées sur le modèle, comme l'usine pharmaceutique Novo, première fabricante mondiale d'insuline et d'enzymes. Dans les années 70, boom économique oblige, elle aussi doit s'agrandir. Pour fabriquer de l'insuline, elle a besoin de chaleur pour stériliser ses installations. Plutôt que de construire sa propre chaudière, elle va acheter le surplus de la vapeur de la centrale électrique voisine, bien moins cher. Pour ce responsable technique, ce fonctionnement est plus rentable et plus logique. Nos compétences, c'est ce qu'il y a dans ces éprouvettes et ce qu'il y a derrière. Donc c'est une meilleure idée que la centrale, qui est beaucoup plus compétente et plus qualifiée que nous dans la production d'énergie, nous fournisse sa vapeur. Comme ça, nous pouvons nous concentrer sur ce que l'on sait faire de mieux. Mais ce système est-il vraiment parfait ? Imaginons, et si la centrale ou la raffinerie cessait de fonctionner ? Est-ce que ce ne serait pas là la faiblesse de la symbiose ? Les entreprises connectées entre elles s'arrêteraient. Impossible, c'est ce qu'assurent les industriels. Le point essentiel de la symbiose de Kalundborg, c'est que les contrats sont de long terme et sont très encadrés. D'ailleurs, depuis le début de cette coopération, il y a plusieurs décennies, nous n'avons eu aucun problème de ce type. Pour la ville et ses habitants, le bilan est donc positif. Plus de 3 millions de mètres cubes d'eau sont économisés chaque année. L'écosystème naturel est préservé. Et depuis, cet ingénieux système de vases communicants s'est étendu à toute la ville. On dénombre aujourd'hui plus d'une vingtaine de liens entre les différentes usines de Kalundborg. Et vous allez voir, ça concerne les gros comme les petits industriels. Devinette. Quel est le rapport entre des retraités, un fabricant de plaques au plâtre et un éleveur de cochons ? Vous vous en doutez, les trois participent à la symbiose. Retournons à la centrale électrique. Concentrez-vous bien, c'est un peu technique.
La centrale fonctionne au charbon, une technologie pas très écologique car une fois consommé, ce charbon dégage non seulement du dioxyde de carbone mais aussi du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, un gaz très toxique. Pour le neutraliser, dans la centrale, on a donc construit cette unité de désulfuration. En mélangeant le charbon avec de l'eau et du calcium, on obtient du gypse, un minéral qui sert à fabriquer du plâtre. La centrale en produit 5 tonnes par heure. C'est meilleur pour l'environnement, car on n'envoie plus de soufre dans l'atmosphère. Et puis c'est utile à d'autres, tout en nous permettant de gagner de l'argent en le revendant. Sans cela, on serait obligé de payer pour le stocker quelque part. Du gypse, c'était justement ce que cherchait cette entreprise voisine, qui fabrique des plaques de plâtre. Avant, elle importait du gypse naturel de carrière situé à l'autre bout de l'Europe. Mais quand elle a pu le remplacer par celui de la centrale, elle a sauté sur l'occasion. Ça, c'est le gypse espagnol. La roche est très grosse. On était obligé de le moudre avant de l'utiliser et c'était coûteux en électricité. Dans ma main droite, c'est le gypse de la centrale. Le matériel est beaucoup plus fin, on économise en transport, mais aussi en énergie. Rien ne se perd, tout se transforme, la formule est connue, mais ici, elle est vraiment appliquée. Si on se résume donc, on pourrait presque dire que les murs en plâtre des maisons de Kalundborg sont en partie faits avec de la fumée de la centrale. Mais il n'y a pas que les murs. La vapeur de cette fumée va aussi fournir du chauffage aux habitants. C'est là qu'on en vient au cas de notre retraité. Comme la plupart de ses concitoyens, il a choisi ce système de chauffage sans odeur de mazout. Avant, j'utilisais 2000 litres de fuel, mais j'avais beaucoup d'entretien. Maintenant, c'est plus pratique, car j'ai très peu d'entretien. Je dois juste ajuster ça pour régler la température des chambres. C'est très facile. La vapeur permet de chauffer toute la maison pour une facture d'environ 1 600 € par an. Mais ce n'est encore pas tout. La symbiose est tellement omniprésente à Kalundborg qu'on la trouve même dans les assiettes. Prenez cette côtelette. Eh bien, elle est liée à la production d'insuline. Explication. Dans son processus complexe de fabrication, l'usine pharmaceutique utilise des levures et des matériaux organiques. Leurs résidus sont ensuite transformés et revendus à des agriculteurs. C'est un produit que l'on fabrique à partir de nos déchets. On enlève l'insuline des cuves de fermentation. On ajoute du sucre et des bactéries d'acide lactique. Ça devient un très bon produit pour les cochons. On y trouve autant de protéines que dans le soja. 26 éleveurs profitent ainsi de cette manne. Dennis Gormson dirige un élevage intensif de plus de 20 000 porcs. 2 fois par jour, il leur sert ce mélange, 80% d'orge et 20% du produit fourni par l'usine pharmaceutique. Les cochons, paraît-il, adorent ça. Quant à Dennis, il a réduit sa facture de nourriture d'1 tiers. J'ai beaucoup moins de dépenses depuis que j'utilise ce produit car avant je devais acheter du soja importé d'Amérique latine. C'était plus cher car il fallait payer les frais de transport. Des porcs nourris avec des déchets pharmaceutiques. Ça sonne pas très bio tout ça. Mais ça n'inquiète pas notre éleveur. Non, je trouve ça très naturel. C'est un bon produit, ça ajoute de la protéine. Sans cela, la nourriture est trop acide. Les cochons ne la mangeraient pas. Tout serait donc bon dans ces cochons. Alors, résumons-nous. La symbiose industrielle, c'est donc la raffinerie qui envoie de l'eau à la centrale, qui distribue du gaz à l'usine de plaques au plâtre, puis de la vapeur à la ville et aussi à l'usine pharmaceutique, qui, elle, donne ses déchets aux cochons et aux fermiers, qui ensuite donnent leur paille à une usine bioéthanol, qui est ensuite utilisée de nouveau par les fermiers. Bref, ça peut paraître un peu compliqué. Mais ça contribue beaucoup à protéger l'environnement de notre chère Terre. Car le bilan de la symbiose est sans appel. 20 000 tonnes de pétrole en moins par an. 75 000 tonnes de dioxyde de carbone en moins dans l'atmosphère. Et 160 millions d'euros d'économies depuis le début de l'aventure. Mais au fait, si ce modèle est si parfait, pourquoi ne pas le cloner partout sur la planète ? Réponse avec le directeur technique de Kalundborg. Tout serait affaire d'échelle. La ville est petite et ce serait précisément là la clé de son succès. Ici, les usines sont très proches les unes des autres. Et il n'y a pas de barrière entre les dirigeants des entreprises. Ils se connaissent, ils discutent ensemble, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu fonder ce modèle. Et voilà comment la petite ville de Kalundborg est aujourd'hui devenue une destination phare du tourisme industriel.